à notre rendez-vous. Et comme vous pouvez le constater, on est à la fin de l'été. Mes jardins se dégarnissent de plus en plus. Mais je suis heureux de vous présenter cette semaine une femme que j'admire beaucoup, qui accompagne le Bas-Saint-Laurent dans sa prise en charge de l'environnement depuis 35 ans. Voici donc Luce Balthazar, qui quittera bientôt la direction du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, où depuis 26 ans, elle s'est impliquée dans toutes les luttes environnementales dont le Bas-Saint-Laurent a été souvent un des pionniers d'ailleurs. La forêt, l'industrie porcine, les oléoducs, le fleuve, les aires protégées. Alors, bonjour Luce. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue de Rimouski jusqu'ici pour nous rencontrer. Ce qui me frappe chez toi, c'est la durée. Depuis 35 ans, tu es au premier rang de toutes les luttes environnementales menées par les citoyens du Bas-Saint-Laurent. Et malgré les épreuves que tu as traversées, dont la lutte contre un cancer sévère, je pense, tu es toujours au poste. Quel est le secret de ta durée et de ta résilience? Car le combat écologique, c'est pas toujours facile. Non. La réponse facile, c'est que j'ai la passion de l'environnement. Puis évidemment, je l'ai. J'ai une vraie passion pour ces sujets-là. Mais c'est plus que ça. C'est aussi, je pense, je suis une coureuse de fond plus qu'une sprinteuse. Je suis quelqu'un qui est très tenace, qui est très persévérant. Et puis, si ça prend du temps puis beaucoup d'étapes pour arriver à un résultat, bien, je me décourage pas facilement. Alors, ça correspond bien à mon tempérament naturel que j'avais déjà. Je dois dire aussi, c'est le milieu environnemental qui me fait, qui m'intéresse beaucoup également. C'est des groupes communautaires, des comités citoyens. Je travaille avec des gens qui vouent leur vie à une cause qui est plus grande qu'elle. Alors, j'aurais pu choisir d'autres secteurs, d'autres milieux de travail, mais celui du milieu communautaire également est très démocratique, des assemblées citoyennes. C'est ce qui m'a motivé beaucoup toutes ces années-là. Je comprends parce que j'en suis de toute cette mouvance-là. Le Bas-Saint-Laurent, ça a été quand même une région pionnière dans plusieurs dossiers environnementaux. Pourrais-tu nous faire un peu un survol des grandes luttes et réalisations auxquelles tu as participé? Oui, bien, historiquement, les deux dossiers du Conseil de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, c'est la forêt et le Saint-Laurent. Ça s'est beaucoup diversifié depuis. Mais néanmoins, au niveau de la forêt, oui, des grandes batailles. Puis on parle de régime forestier, l'ancien régime forestier qui était très dur, très difficile à faire bouger. T'en sais quelque chose. Et puis, il y a eu des grandes réussites aussi dans ce régime-là. En l'occurrence, il y avait la grande bataille des arrosages aériens, d'insecticides et de phytocides chimiques, de matières, de pesticides chimiques à travers toutes les forêts publiques du Québec. C'est une bataille qu'on a gagnée. Oui, j'ai encore des personnes, des débroussailleurs parfois qui me rencontrent oui. Et qui me remercient. Oui, on leur a donné de l'emploi. Mais ça s'est transmis aussi à la forêt privée. Fait que toutes les forêts du Québec, c'est une grande partie de son territoire, il n'y a pas d'arrosage aérien aux pesticides chimiques. C'est vraiment une grande réussite par rapport à l'agriculture, par exemple, où là, on a beaucoup de difficultés là, à se défaire. Alors, c'est une grande bataille. On a amélioré les pratiques forestières, on a amélioré... les industries forestières ont moins de contrôle qu'avant. En tout cas, c'est moins un contrôle intrinsèque au régime forestier. Il y a de bonnes améliorations. Du côté du Saint-Laurent, évidemment, la cause des belugas nous a amené à faire beaucoup de démarches, à commencer par la création du parc marin Saguenay. Ça fait très longtemps, mais c'était ça à l'origine, c'était pour protéger l'habitat du beluga. Et ça l'a servi beaucoup la cause, effectivement, là, contre les projets de ports pétroliers et méthaniers. Et c'est maintenant l'élément principal pour la création d'une nouvelle aire protégée dans le Saint-Laurent. On travaille depuis très longtemps là-dessus, sur l'habitat, parce que l'habitat du beluga, c'est une grande partie de l'estuaire et une petite partie du golfe du Saint-Laurent, donc territoire du Bas-Saint-Laurent. Alors, donc, ça sert de justification à une grande aire protégée. On travaille là-dessus très intensément. Est-ce qu'on peut dire que on doit une fière chandelle au beluga au niveau de l'environnement? Oui, effectivement, parce que ça a servi pour la protection de l'estuaire du Saint-Laurent.
qui est c'est un mélange extraordinaire de biodiversité, hein, l'estuaire du Bas-Saint-Laurent, l'estuaire du Saint-Laurent, là, vis-à-vis du Bas-Saint-Laurent. Il y a beaucoup d'espèces de poissons, de mammifères marins, de plantes, d'oiseaux. Or, à cause du beluga, on protège beaucoup, beaucoup d'espèces. Les enjeux écologiques relatifs aux ressources naturelles, souvent, on en parle moins, ils sont moins sur la place publique. Ça se fait beaucoup en secret avec les compagnies. Forêt, mines, agriculture, pêche, énergie. Ça occupe une place quand même énorme dans notre région, dans la plupart des régions éloignées du Québec. Comment ça s'est joué dans notre région? Pas juste la forêt, mais aussi l'agriculture, les pêches, l'énergie, l'éolien, tout ça. Comment ça s'est joué, cet enjeu-là des ressources naturelles? Bien, ce qu'il y a aujourd'hui qu'il y avait moins avant, c'est des préoccupations sur l'acceptabilité sociale. Fait qu'on va souvent jouer cet argument-là, où souvent des grandes entreprises vont craindre qu'il y ait un mouvement de contestation populaire des citoyens. Puis ça, sont beaucoup plus sensibles à ça maintenant qu'auparavant. Puis plus qu'on pense aussi, les industries, les compagnies sont sensibles à l'argument environnemental. Ils veulent pas se faire dire qu'ils n'ont pas des bonnes pratiques environnementales. Souvent, pas par orgueil nécessairement, mais c'est parce que ça nuit à leur marché extérieur pour l'exportation. Fait qu'on travaille cet aspect-là, mais de plus en plus, on a le réflexe de nous consulter en amont pour justement éviter qu'il y ait trop de montée de mécontentement, où on peut utiliser des mécanismes de consultation au Québec on va parler du BAP, par exemple, les audiences publiques sur l'environnement, qui ralentissent le démarrage des entreprises. Alors, ils vont préférer nous consulter à l'avance. Mais c'est pas toujours si facile. Des fois, il y a eu les droits gaziers pétroliers dans le Bas-Saint-Laurent, c'est un bon exemple. Du jour au lendemain, il y a eu plein de droits gaziers pétroliers. C'est arrivé à l'espace de 6 mois. Et le fait qu'il y ait des droits gaziers pétroliers ici a fait que ça nous a beaucoup ralenti pour avoir des aires protégées en terre publique. Également, on était défavorable à cette nouvelle industrie-là dans la région. Alors, on s'opposait en souhait à l'exploitation des hydrocarbures. Et ça s'est fait en catimini. Je dois dire, des fois, le gouvernement pense avoir une bonne idée, il la lance à travers le Québec, et puis il se rend compte après qu'on n'était pas prête au Québec, on n'a pas les outils de gestion, la population était mal informée ou pas d'accord. Or, mais souvent, on part sur des idées. J'ai vu ça assez souvent. Et souvent, c'est le mécontentement des citoyens, des groupes environnementaux qui obligent à reculer ou à mieux s'organiser pour encadrer. Je vais donner l'exemple de l'industrie éolienne. Au début, c'était un peu cacophonique. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus discipliné. On tient compte de plusieurs contraintes. Tu parles souvent, tu dis « on », et ce « on »-là, j'ai l'impression que c'est le Conseil régional de l'environnement. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très fort maintenant, les conseils régionaux de l'environnement, ou est-ce que celui du Bas-Saint-Laurent est particulièrement crédible au niveau des autorités? C'est quoi la place du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent? Bien, par rapport aux autres conseils de l'environnement, maintenant, il y en a partout dans toutes les régions. Puis il faut situer qu'on a été pendant une quinzaine d'années, il y avait juste nous, avec Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on a vécu 15 ans les grandes batailles du début. Et puis ça a intéressé les autres régions, on a servi de modèle, j'imagine. Et puis maintenant, il y en a 16 dans toutes les régions. Certains CRE sont plus forts, d'autres sont moins forts. Mais la réputation du Conseil de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, c'est une grande crédibilité au niveau du contenu. Je suis entourée d'une équipe très compétente, très dévouée. Puis c'est un conseil d'administration également et de membres et d'organismes qui nous accompagnent. C'est aussi considéré comme peut-être le plus vert des groupes des conseils régionaux de l'environnement. Fait que souvent, si là c'est d'accord avec cette position-là, ça veut dire au niveau du regroupement que c'est OK par rapport au groupe écologiste parce qu'effectivement, on est un des organismes qui s'entend le mieux avec les différents autres partenaires en environnement, dont des groupes de citoyens écologistes. Il y en a où la relation est moins chaleureuse qu'ici au Bas-Saint-Laurent. C'est quelque chose que, personnellement, j'ai toujours beaucoup soigné. J'ai toujours trouvé de la plus grande importance d'être rassembleur, puis de s'entraider, faire équipe. Ça veut dire comprendre le mandat des autres, le respecter et pas
tenter de dédoubler ou éviter les petites guerres d'ego, là. Quels sont les défis, les enjeux qui nous attendent ici, nous, au Bas-Saint-Laurent, plus particulièrement? Comment ça va nous affecter? Qu'est-ce qu'on va avoir, à quoi on va avoir à faire face dans les prochaines années? Presque toutes nos activités économiques liées sur les ressources naturelles devront changer. À un moment ou à un autre, on ne sait pas exactement quand, ce sera une nouvelle foresterie avec une nouvelle composition forestière, une nouvelle agriculture, des nouvelles espèces peut-être qu'on va pêcher. Mais spécialement au Bas-Saint-Laurent, d'abord réduire nos gaz à effet de serre et principalement, c'est dans le transport. On n'a pas de service de transport collectif à l'intérieur des communautés, mais aussi inter-régions. On a perdu beaucoup de services via rail et autocar, mais également, on travaille très fort là-dessus. Fait qu'il faut, c'est à peu près l'endroit le plus important où on peut réduire nos gaz à effet de serre, ici au Bas-Saint-Laurent. On n'a pas de grosses usines qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, comme dans d'autres régions. On peut penser à la Côte-Nord. Fait que ça, il faut absolument que tout le Québec réduise ses émissions de gaz à effet de serre. Et ici, ça va passer par le meilleur transport collectif, qui d'ailleurs aide à l'occupation du territoire, accès aux services, ça intéresse les jeunes familles. Également, notre grand défi, c'est l'érosion côtière. Vraiment, là, on parle de hausse au niveau des océans, on parle de déferlement côtier, de tempêtes plus importantes, plus intenses. Et c'est l'érosion côtière est peut-être un des plus graves problèmes liés au réchauffement climatique qui se vit au Québec. Il y a des inondations très importantes plus au sud, mais ici, l'est du Québec, Côte-Nord, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, quand on parle de hausse au niveau des océans, là, ça se résorbera pas de notre vivant, ça. C'est pas une tempête qui va arriver plus souvent, c'est quelque chose qui irrémédiablement augmente et va aller par-dessus les terres, avec des phénomènes qu'on appelle coincement côtier. Donc, la biodiversité du littoral va disparaître peu à peu et les infrastructures, il faudra y penser, là, vraiment à la route 132 du côté nord de la Gaspésie. On ne sait pas combien de temps là, ça va continuer à survivre. Fait que ça, c'est vraiment le très mais gros ça, c'est grave là, pour les Québécois. Très vous grave. pensez vraiment que l'avenir de la route 132 à Gros-Morne, Mont-Louis, toute cette section-là est en danger? Oui, absolument. Je ne peux pas dire dans combien de temps. Et si au niveau mondial, parce que ça c'est un impact mondial qui vient des émissions de gaz à effet de serre mondialement. Alors, si au niveau mondial, vraiment, on respecte nos objectifs, ça sera pas si pire si on atteint, en l'occurrence, on espère atteindre l'objectif de Paris, là. Mais c'est pas parti pour, puis effectivement, ça va être un problème, ça reculera pas rapidement, cette problématique-là. Peut-être qu'il y aura des aménagements à certains endroits, mais c'est ce qu'il faut craindre, puis il faut surtout comprendre que c'est pas un problème qui va être épisodique, c'est pas une tempête qu'on va aux 50 ans qui va être aux 10 ans. C'est vraiment une montée graduelle qui est... on fait pas reculer comme ça la hausse au niveau des océans. La fonte des glaciers, entre autres, qui contribue également. Donc, il y a la hausse de la température des océans et la fonte des glaciers. C'est très pessimiste à regarder ça. Puis ça, on regarde l'ensemble de mon parcours. Comme j'ai dit, j'ai été tenace par rapport à bien des problématiques que je croyais insolubles, puis souvent, on a gagné, ou ça s'est amélioré. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est la crise climatique. Vraiment, c'est inquiétant. Il faut s'y attabler, puis il faut vraiment être convaincu, parce qu'on peut encore faire quelque chose. Mais c'est ce qui est le plus inquiétant, j'ai vu dans ma carrière d'écologiste, là. On confond souvent nature, environnement, écologie, climat, biodiversité. Pourrais-tu nous expliquer les étapes de cette prise de conscience écologique? Là? Parce qu'on en est rendu que c'est pas juste notre environnement, c'est ce que nous sommes. La nature, c'est plus que quelque chose qui nous entoure, c'est quelque chose dont on fait partie. Oui. Oui. En fait, si on regarde un peu l'histoire du mouvement environnemental, on peut dire, le fondateur de l'écologie, l'idée de tout est interrelié pour créer un habitat ou qui permet une vie en santé pour les espèces qui y sont, c'est Jacques Lacourcière, et c'est un Québécois.
Et puis, cette prise de conscience-là, de plus en plus... En fait, je veux dire, les premiers groupes environnementaux, notamment au Québec, c'était des amoureux de la nature. C'était des gens qui aimaient la faune, la flore, qui aimaient la chasse, la pêche, l'observation de nature, ramasser des champignons. C'était... puis je suis de cette veine-là, d'ailleurs. Ceux qui aimaient l'environnement, la nature, moi, c'était les plantes. Et puis, de plus en plus, c'est intégré à ça des questions plus sociales, des préoccupations pour les enfants, des préoccupations pour la santé. Donc, c'est comme ça que le mouvement environnemental, un mouvement qui était axé sur les espèces animales et végétales, a intégré de plus en plus l'humain. Et je vois ces deux types de militants-là dans le monde environnemental, ceux qui s'intéressent à la nature. On parlait de biodiversité, ça veut dire l'ensemble des espèces végétales et animales, des plantes et des animaux, c'est ça la biodiversité. Mais d'autres qui s'intéressent plus au futur, à leur santé, aux enfants. Donc, il y a un volet plus social qui est intégré de plus en plus dans le mouvement environnemental. Ça, c'est bien. J'aime bien ce que tu expliques là. On parle beaucoup d'angoisse écologique actuellement, au point où certains jeunes, au moins pour le moment, prétendent ne plus vouloir faire des enfants. Tu aimes bien, pour ta part, souligner les résultats positifs obtenus jusqu'à date, mais quelles sont pour toi les raisons d'espérer et de continuer à travailler? Tu sais, parce que je te perçois, je t'ai toujours perçu comme quelqu'un qui est positive, qui nous encourage en même temps qu'elle nous fait prendre conscience. Effectivement, je peux parler de plusieurs réussites dans l'histoire environnementale du Québec, puis je vais m'en servir de ces exemples-là pour encourager. Puis comme je l'ai dit, moi-même, je suis quelqu'un de très tenace. Fait qu'il faut communiquer ça, cette mentalité-là de persévérer, d'être tenace. Ce que j'ai pu constater chez les jeunes, des fois, ils souhaitent des résultats rapides, puis il y a plus des mouvements, je pourrais dire, épisodiques, ad hoc, puis qui disparaissent quand la cause est gagnée ou pas. Donc, il faut cette ténacité-là. Comme je l'ai dit, une des luttes les plus difficiles, c'est la lutte au réchauffement climatique, mais les espoirs sont encore là. On peut encore agir. Il n'est pas encore trop tard d'agir. Fait que je veux beaucoup insister sur cet aspect-là en donnant des exemples. Parce que c'est vrai que souvent, il y a des causes. Je parlais des pesticides aériens en forêt. Vraiment, j'aurais pas cru qu'on aurait gagné. Mais c'est des années d'efforts, beaucoup de consultations, beaucoup de participation. Fait qu'il faut créer cet intérêt-là à persévérer au vu des réussites qu'on peut avoir. Et évidemment, se décourager puis rien faire, c'est la mort, là. C'est la fin. Il faut vraiment absolument continuer à défendre les solutions à notre portée pour lutter présentement. Là, on va parler de lutte au réchauffement climatique qui englobe toutes sortes d'autres crises, des crises. En l'occurrence, la biodiversité, ça affecte beaucoup les espèces animales et végétales. Les crises de la santé aussi. Il y a beaucoup beaucoup de problèmes de sécurité publique et de santé publique qui sont dus au réchauffement climatique. Donc, le climat, c'est pas rien qu'une température, c'est plusieurs impacts socio-économiques, environnementaux. Donc, plus faire d'enfants, tu n'es pas vraiment d'accord avec ça? Non, c'est très clair parce que si on fait plus d'enfants, la société pourra plus continuer à fonctionner. Là, c'est comme je l'ai dit, mais c'est pas la première fois que j'entends ça, ce raisonnement-là. Je l'ai entendu il y a plusieurs années. Puis ça a passé de mode, mais oui, c'est revenu. Non, absolument pas, parce que là, il y a déjà des enfants. Il faut la société, pour qu'elle puisse continuer à fonctionner, à trouver des solutions, à avancer. Le réchauffement climatique n'amènera pas la disparition de l'espèce humaine, comprenons bien. Là. Ça va changer probablement beaucoup notre démographie, la composition, là où seront situées les villes, les populations. Mais c'est pas la fin de l'espèce humaine du tout, du tout. C'est des changements importants. Puis pour s'adapter, effectivement, ça va prendre plusieurs générations, ça prend des jeunes, bien entendu. Il faut qu'il en reste au moins un peu. Bien, il faut qu'il en reste, puis c'est pour nous donner le goût de continuer aussi, parce que si il n'y a plus d'enfants, on va peut-être arrêter de lutter. Là. On est en campagne électorale au moment où je t'interroge. Je peux pas m'empêcher de
d'aborder un sujet qui est sorti dans la campagne hier pour nous. Là. Je ne sais pas quand l'émission sera diffusée, mais le sujet va demeurer d'actualité. On vient de nous annoncer possiblement de grands développements de barrages électriques en même temps que d'éoliens et de tout le paquet de mesures au niveau de l'énergie. Particulièrement au niveau des barrages, j'aimerais ça on profite de ta présence ce matin pour nous en parler sur un sujet tout frais. Là. Oui, bien, là aussi, il y a plusieurs batailles reliées au barrage, les grands barrages, mais aussi ce qu'on appelle les microcentrales dans les différentes rivières. Oui, je pense que la première chose qu'il faut répondre, c'est qu'il faut être plus efficace dans notre énergie, réduire notre gaspillage énergétique. Là-dessus, on pourrait être au moins comparable aux pays d'Europe du Nord qui ont un hiver comme nous et qui consomment beaucoup moins d'énergie parce qu'ils la consomment plus intelligemment, plus rationnellement. Alors là-dessus, on pourrait faire une coupe de barrage peut-être juste en utilisant mieux notre énergie. On ne rentre pas dans les détails du comment, mais c'est quelque chose que les Québécois doivent vraiment améliorer leur consommation d'énergie, probablement parce que l'électricité au Québec, en réalité, est pas chère. Donc, on l'aménage pas suffisamment. Également, les barrages, c'est effectivement très polluant pour les premières années. Si on peut parler maintenant de barrages qui sont neutre au niveau des gaz à effet de serre, qui n'a pas d'impact environnemental, c'est parce qu'ils ont plus de 50 ans. Ça prend, je pense, au moins 25 ans de mémoire avant qu'ils arrêtent d'émettre des gaz à effet de serre. Il y a toute la construction qui émet des gaz à effet de serre. Il y a toutes les nuisances, les pollutions que ça amène quand on inonde des terrains. Et puis, tout le dérangement qu'il peut y avoir par rapport aux Autochtones, aux Premières Nations. Donc, c'est beaucoup de problèmes, les grands barrages. Et puis, je pense, je vais reprendre une réplique d'un des chefs de parti que je n'aimerais pas. Sur quelle rivière ils pensent faire ça? Parce que là, c'est vraiment compliqué de trouver une rivière. Encore moins des petites rivières. C'est vraiment des batailles. On a connu ça dans le Bas-Saint-Laurent, intestines, dans l'intérieur d'une même communauté où les gens s'opposent les uns aux autres. Là. Oui, c'est vrai, on a gagné la bataille des petites centrales. Oui. Puis pas rien qu'une fois, on a gagné 2 fois en réalité. C'était en tout cas dans mon parcours environnemental, c'est arrivé 2 fois. Et puis puis ça, c'est difficile, comme on l'a vu que l'expansion de l'industrie porcine, là aussi, il y a des tensions intestines dans les petites communautés, dans les villages. Je trouvais ça vraiment difficile. Et plus que travailler avec des grosses compagnies où des fois, c'est des employés qui sont payés pour faire ça puis qui ne sont pas affectés émotivement. Donc, c'est très, très dur. Fait que s'ils vont dans les microcentrales, je serais bien malheureuse de ça. Puis encore une fois, il faut savoir quelle rivière, parce qu'il faut faire une classification des rivières, puis ils l'ont jamais fait correctement. Puis c'est les grands barrages qu'on peut imaginer. Bien là, on peut penser que ce ne sera pas une énergie propre du tout pendant au moins 25 ans. Là. Puis on pense que ça va prendre, avec toutes les études, etc., une quinzaine d'années à construire. Fait que c'est pas une bonne idée du tout. On peut aller chercher beaucoup d'énergie en économisant, puis en misant plus sur les énergies renouvelables, vertes. On peut penser au solaire, qu'on développe très peu au Québec. Et effectivement, on peut faire plus au niveau de l'éolien. Justement, quel est le bilan de l'expérience de l'éolien au Bas-Saint-Laurent? Ça a été une grosse affaire et ça a continué parce qu'après, on a dit qu'on en faisait alors qu'on n'avait pas besoin d'électricité. Là, tout à coup, on va en manquer. Alors, quel est le bilan de cette industrie-là qui s'est développée malheureusement par appel d'offres, là, au lieu d'être sous la gestion immédiate d'Hydro-Québec? Mais bon, c'est là, ça tourne un peu partout quand on va en Gaspésie. Et je dirais plus de gestion par la Régie de l'énergie aussi, parce qu'ils pouvaient imposer des critères plus communautaires ou plus de protection dans de la faune, par exemple. Ben oui, c'était, je vais citer un BAP, cacophonique, là, vraiment, le développement dans l'est du Québec, c'est Gaspésie-Bas-Saint-Laurent. Quand ça a parti, ça, on va où ça nous tente, puis il y a des cartes que j'avais dans certaines MRC, je pense celle de ma tante, où il y avait des centaines d'éoliennes dans un petit périmètre. En fait, ils ont pratiquement construit 1000 éoliennes dans le corridor migratoire, principal corridor migratoire des oiseaux du Québec. C'était une de nos batailles. On voulait pas que ça se construise dans le corridor migratoire, mais ça montrait que
il s'est mis à avoir des cathédrales tout d'un coup qui affectaient les paysages. Alors, beaucoup de travail, c'est vrai, mais on n'était pas tout seul. Il y avait le monde agricole, le monde municipal, beaucoup de citoyens aussi. Je me rappelle encore des citoyens qui voyaient débarquer chez eux des avocats de grosses compagnies internationales pour les convaincre d'avoir une éolienne sur leur territoire avec des redevances, mais quand parfois c'était pas compatible avec les activités de restauration, par exemple, là, ou d'auberge. Donc, ça a été beaucoup de travail. C'est un bel exemple où on y va, puis on voit après les résultats, on voit ça crée de la pagaille. Ça l'a fait. Il y a eu beaucoup de bases de consultation, on a fait tout ça. Ça s'est discipliné, comme j'ai dit. Maintenant, il y a des règles d'aménagement, on tient compte plus du paysage, plus des problématiques fauniques, on tient plus compte des communautés, parce que maintenant, la dernière mouture, c'était le parc de Nicolas-Rioux. Là, il y a une participation de toutes les municipalités du Bas-Saint-Laurent, reçoivent des redevances. C'est intéressant. Oui, là, le même modèle va être appliqué vraisemblablement pour le prochain... Pour ce qui va être au Bas-Saint-Laurent, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, ils ont formé une alliance qui fonctionne comme ça. C'est moins développé ailleurs, mais ici, ça, c'est vraiment un héritage de la CRI, la Conférence régionale des élus. On était en appui, on siégeait à la CRI. Il y avait les Premières Nations également. Beaucoup de travail de ce côté-là, la Conférence régionale des élus, puis c'est une très belle réussite. Bien, on va terminer sur ce ton positif-là de réussite. Je pense que c'est le message vraiment que je ressentais en t'invitant que tu pouvais nous apporter, parce que c'est souvent un peu pessimiste. Oui, l'environnement des fois. Ben, merci infiniment. Un plaisir. Quant à nous, on continue. La semaine prochaine, j'aurai un autre invité qui saura sûrement vous surprendre et vous intéresser. On va s'acheter la tête à l'eau, là. Je vais chercher le sens de ma vie comment? De même, en regardant au ciel? Non, je ne le trouverai pas. En premier, il faut que je sache qu'est-ce que mon corps vient faire dans le corps de la nature.